Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui je serai votre intermédiaire. En réserve, je peux vous proposer le plus célèbre space opéra du manga. Je parle bien évidemment du Capitaine Albator. Pourquoi? Si tu ne crois plus dans les tiens, pourquoi défendre la Terre avec autant d'acharnement? Pourquoi? Parce que je veux revoir les fleurs et sentir leur parfum. Écris l'histoire. Captain Albator ou Captain Harlock en VO est un manga du très regretté Leiji Matsumoto, paru dans le magazine Play Comic entre 1977 et 1979. Ça c'est old school. En France, c'est édité chez Kana dans une version intégrale qui relie les 5 tomes. Les plus vieux d'entre nous se souviendront bien évidemment des séries emblématiques avec leur générique inoubliable d'Albator 78 et Albator 84. Il est important de préciser que l'univers dans lequel évolue Albator et ses compagnons, créé par Leiji Matsumoto, est composé de nombreux spin-offs. Les plus connus d'entre eux sont l'Anneau des Nibelungen, Gun Frontier ou encore Galaxy Express 999. Cependant, avoir un univers aussi dense amène forcément son lot d'incohérences. Par exemple, la mort de Toshiro est racontée de plusieurs manières différentes. Leiji Matsumoto a expliqué ces incohérences par le fait que pour lui c'est un choix artistique, car ça lui permet de s'affranchir des contraintes chronologiques et temporelles, et en même temps ça lui permet de réinventer son univers à chaque fois. Bref, revenons à nos moutons et concentrons-nous sur Captain Albator, le corsaire de l'espace. Commençons par un bref résumé pour vous donner un peu de contexte. Nous sommes en 2077. L'humanité est forte de 500 millions d'habitants et a colonisé l'entièreté du système solaire pour ses ressources. Et en fait, l'humanité est à l'image du gouvernement unique qui la dirige, c'est-à-dire fainéante, sans rêve, sans ambition et n'ayant plus aucune combativité. Et c'est alors qu'un peuple de guerrières de l'espace dénommés les Sylvidres vont tenter d'envahir la Terre dans l'indifférence totale du gouvernement. Les seuls à vouloir empêcher cela sont Albator et son équipage. Nous allons donc suivre cette épopée spatiale pour sauver la Terre. Donc comme dit précédemment, l'auteur dépeint une société qui est complètement dégénérée, fainéante et qui se complaît dans tout. En effet, même la venue d'une menace extraterrestre n'inquiète ni la population ni le gouvernement. En effet, le Premier ministre préfère jouer au golf plutôt que de s'inquiéter pour sa propre survie. En même temps, qui peut lui en vouloir ? Dans cette société, les loisirs ont pris beaucoup trop d'importance. Et on peut y voir une vision exagérée et amplifiée de la société de consommation et de loisirs qui avait gagné en popularité et qui avait pris son essor dans les années fin 70, début 80. Les seuls à garder le cap, vaisseau, vous l'avez, sont Captain Albator, son équipage et quelques scientifiques. Il y a un personnage dont je ne vous ai pas encore parlé et pourtant il est essentiel à la compréhension de l'œuvre. Il s'agit de Tadashi. Je vais me rejeter très rapidement, on va faire en accéléré. Pour remettre dans le contexte, Tadashi voit son père, qui est un grand scientifique, mourir devant ses yeux, assassiné par les Sylvidres. En fait, il avait compris qu'elle voulait envahir la Terre. Donc, pour se venger des Sylvidres, il va rejoindre le capitaine Albator pour les tuer toutes une à une. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est à travers son regard que l'on va découvrir l'Arcadia, c'est le vaisseau d'Albator, et notamment l'équipage. On a l'impression que vraiment ce sont de vrais tocards qui sont mal organisés et que c'est complètement brouillon. Et pourtant, une fois la bataille spatiale lancée, vous pouvez me faire confiance, on sait que le sort de la Terre est entre de bonnes mains. Il est amusant de découvrir les interactions entre chaque personnage, et en fait on se rend très vite compte qu'ils ont tous leur personnalité et leur rôle. L'équipage est en quelque sorte à l'image de l'Arcadia, c'est-à-dire que c'est une mécanique bien rodée et huilée. Et ça c'est beau. On ressent une vraie émulsion entre chaque personnage. Bon, maintenant parlons de l'Arcadia, le vaisseau d'Albator, parce qu'il y en a des choses à dire. Le vaisseau est présenté comme étant vivant. C'est un personnage à part entière qui est doté de sa propre volonté. Ça a l'air vachement flippant pour s'endormir, mais pourquoi pas. Le vaisseau d'Albator est particulièrement protecteur envers son équipage. Certains iront même jusqu'à dire qu'il a une âme, notamment lorsqu'il va agir de son propre chef pour les protéger. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement. Tout d'abord,
parce que c'est la maison de tous ses occupants, c'est là où ils vivent, c'est là où ils mangent, c'est là où ils interagissent avec d'autres personnes, c'est là où ils peuvent être en sécurité dans l'espace qui est particulièrement dangereux. Et deuxièmement, il détiendrait, ce serait le réceptacle de l'âme de son défunt créateur Toshiro, qui était un génie et qui était également le meilleur ami d'Albator. Et c'est ça qui est dingue avec Leiji Matsumoto, c'est qu'il arrive à nous donner envie d'en savoir plus sur un simple vaisseau, sur un simple morceau de ferraille, et de vouloir connaître tout son arsenal. Bien évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et nous allons parler du personnage principal, personnage éponyme. Je veux bien entendu parler du capitaine Albator. D'abord, c'est un personnage qui incarne la figure du chevalier, il possède de très grandes valeurs, et il suit un code d'honneur. Il est respecté par un très grand nombre et porte son respect à ceux qui le méritent. Ces valeurs se traduisent notamment par son avidité de liberté, par son courage, sa force, sa détermination et surtout la confiance qu'il met en ses partenaires. C'est en fait en quelque sorte la figure romantique par excellence. Sacré lover le Albator quand même. Il est inspirant pour son équipage et vu comme un leader né. Ce qu'il met encore plus en avant, c'est le fait qu'il est considéré par un renégat par le gouvernement et que ça le met vraiment en opposition par rapport à celui-ci. Un vrai bad boy. Cette opposition accentue davantage les actes de bravoure d'Albator et enfonce bien évidemment la vision que l'on va avoir du gouvernement. D'autant plus qu'Albator ne sauve pas la Terre pour la reconnaissance, il le fait par pure conviction. Et c'est pour ça que nous, lecteurs, on va pouvoir s'identifier facilement et voir que c'est un personnage au cœur noble. Une autre thématique qui renforce le personnage d'Albator et qui en fait peut-être un personnage iconique de la pop culture est le fait qu'il est particulièrement mystérieux. Déjà son chara-design accentue cet effet, cette mèche qui couvre à moitié l'un de ses yeux, sa grande cicatrice qui témoigne de batailles dantesques et le fait qu'il parle très peu de lui et de son passé. C'est le brin ténébreux par excellence. Et on sent qu'il porte un poids lourd. Et c'est ça qui va renforcer l'aspect dramatique de ce personnage. En effet, Albator porte le deuil de son défunt ami, Toshiro, qui est également le constructeur de l'Arcadia. Et on peut ainsi voir son voyage intergalactique comme une errance à travers l'infini de l'espace afin d'apaiser sa tristesse et sa souffrance. En plus, son pistolet laser a la forme d'une épée. Ça fait qu'en fait, on a une espèce de style hybride qui mélange à la fois les codes du pirate et ceux de la conquête spatiale. On se retrouve avec une œuvre donc hybride qui est intemporelle et inimitable. Et c'est ça qui donne un véritable cachet à Albator, à ce personnage, et qui permet de l'ancrer parfaitement dans la pop culture et de le rendre reconnaissable au premier coup d'œil. Certains trouvent la fin du manga plutôt inachevée, et je vais évoquer des détails de celle-ci. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à aller au timecode qui est affiché maintenant, et vous avez 3, 2, 1 pour aller au timecode affiché. Si vous êtes là, c'est que j'estime que vous voulez pas être spoilé, donc c'est parti. Je vais vous dévoiler des informations sur la fin, et vous allez voir, comme j'ai dit, elle est particulièrement abrupte. Donc, Albator se rend sur Heavy Muddler, la planète où est enterré Toshiro, et l'ombre de la mort, son premier vaisseau. À ce moment-là, il va rentrer dans une taverne et rencontrer Sylvidra, la reine des Sylvidres. Ils vont avoir une discussion sur la nature même des Sylvidres, le fait qu'elles se sont répandues dans tout l'univers et qu'elles seraient même à l'origine de la vie sur Terre. C'est à ce moment que les Sylvidres vont attaquer Heavy Muddler sans l'ordre de leur reine, ce qui est complètement improbable, et la conversation va couper court. Nous n'aurons aucune information sur toutes les intrigues qui ont été lancées, et notamment les intrigues principales. C'est pour ça que c'est particulièrement décevant. Ensuite, Albator va se rendre à son vaisseau l'Arcadia et s'élancer seul contre l'entièreté de l'armada des Sylvidres. Et on ne connaîtra jamais le déroulement de cette guerre. Et ça s'arrête là. Ouais, on reste vraiment sur notre fin. On n'a pas les réponses aux questions qui viennent juste d'être posées. Par exemple, quel est le rapport entre les Sylvidres et les humains? Pourquoi les Sylvidres ont attaqué sans l'ordre de la reine? Quel est le passé entre Albator et Toshiro? Cependant, cette fin n'est pas vraiment une conclusion à mes yeux, et elle laisse beaucoup trop de questions en suspens. Et je pense que c'est fait exprès par Leiji Matsumoto pour nous donner l'envie de découvrir d'autres œuvres de cet univers. C'est peut-être même en réalité une porte d'entrée vers toute son œuvre. En plus,
En 2015 a été publié un nouveau manga sur Albator qui reprend l'intrigue des Sylvidres. Il a été scénarisé par Leiji Matsumoto lui-même et été dessiné par Koichi Shimaboshi. Je suis désolé, mon japonais est très mauvais. Et peut-être qu'on a ces réponses à ces questions dans ce spin-off, dans ce manga. Je suis désolé, je ne l'ai pas lu, mais peut-être qu'on en parlera sur la chaîne. Avant de conclure, j'aimerais bien dire quelques mots sur le trait de Leiji Matsumoto. Il est à la fois très simple et pourtant très précis dans la représentation. En effet, lorsqu'il va faire des gros plans sur les visages des personnages, et notamment celui d'Albator, on peut y lire différentes émotions, comme par exemple la tristesse, la souffrance, la colère, la détermination, la joie, alors que le cadrage reste le même et que le dessin est quasiment identique. De plus, sous certains aspects, et notamment lors de scènes comiques relatant des interactions entre les personnages de l'équipage, l'auteur aborde un style qui se rapproche des styles des dessinateurs de BD européennes, ce qui nous met, nous, fiefés lecteurs européens, en terrain connu et qui témoigne d'une certaine simplicité pour faire passer des émotions qui restent néanmoins particulièrement fortes. La manière dont Leiji Matsumoto va utiliser les noirs est particulièrement remarquable pour le dessin. En effet, que ce soit pour représenter l'immensité, le vide et la froideur de l'espace, ou encore les détails des équipements de l'Arcadia, c'est tout bonnement incroyable. Ok, donc Albator, conclusion, ligne 47, c'est parti. Albator, c'est un manga avec un scénario palpitant, c'est du space opéra de très grande qualité, donc les fans de Star Wars ou d'une Cowboy Bebop, vous allez adorer. En plus, c'est une critique de la société, il y a un personnage principal qui est charismatique, riche, avec une vraie profondeur d'écriture. Donc si tout ça, ça vous a pas vraiment convaincu, dites-moi ce qu'il vous faut, et allez-y, foncez lire Albator. Merci beaucoup pour votre venue sur le comptoir japonais. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, dire votre avis sur Albator en commentaire, comment vous l'avez découvert, pourquoi pas. Activez la cloche également, parce que comme ça vous serez tenu informé de toutes les sorties de nos vidéos. Et puis moi maintenant j'ai qu'un seul mot à vous dire, sayonara!